Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Ici, on explore une autre manière de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Une manière plus consciente, plus humaine et surtout plus réaliste. Je m'appelle Johan Darquest, j'accompagne des dirigeants, des managers et des organisations qui sentent que les anciens modèles s'essoufflent et qui cherchent à transformer leurs tensions humaines en ressources durables. Dans ce podcast, je partage des lectures de terrain, des regards stratégiques, des épisodes avec des visions éclectiques et des échanges avec celles et ceux qui réinventent le travail en profondeur. Si tu cherches des recettes rapides, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment et décider avec plus de conscience, alors tu es exactement là où il faut. Bonne écoute. Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Capital Humain 3.0. Alors, dans Capital Humain 3.0, on explore les nouvelles manières de penser le travail, la performance et la place de l'humain dans les organisations en pleine transformation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un dirigeant au profil atypique, souvent décrit comme un mouton à cinq pattes, à la croisée de la stratégie, de la tech, de l'expérience client et du pilotage humain. Benoît Bachelot est directeur général d'Octomine, une entreprise en forte croissance avec plus de 150 clients et une progression annuelle de plus de 40% depuis 3 ans. C'est pas rien. Avec lui, nous allons parler de croissance rapide, d'IA, d'automatisation, de structuration des équipes, mais surtout d'un sujet central, comment maintenir une performance durable sans perdre l'humain quand tout s'accélère. Benoît, bienvenue dans Capital Humain 3.0, je suis ravi de t'accueillir. Bonjour, merci Johan de m'accueillir. Je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui pour discuter de tous ces sujets qui sont très passionnants et qui me touchent beaucoup aussi. Eh bien, c'est un honneur et du coup, moi, j'aimerais déjà pour... Alors, il y en a qui te connaissent parce que tu es quand même très actif sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, mais il y a d'autres qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ton parcours, le fil conducteur et le sens que tu donnes à ton parcours, justement, et qui tu es aujourd'hui? Oui, alors effectivement, je suis assez actif, tu as raison. Pas assez parfois, parce que c'est vrai que Mhm. souvent on dit que les dirigeants doivent être encore plus actifs. Euh, mais ça, on en parlera plus tard, hein, mais moi c'est vrai que j'aime bien me focaliser sur le travail, Oui. plus que voilà, sur les réseaux sociaux. Du coup, mon parcours, alors moi j'ai un parcours qui est assez atypique. Parce qu'après le bac, en fait, je suis parti aux États-Unis, dans une optique de faire mes études aux États-Unis, à la base. Ok. Finalement, j'ai pas pu pour des raisons, financières principalement, parce que les études aux Mhm. États-Unis sont quand même assez chères. Du coup, je suis revenu sur un parcours hyper classique en France, pour faire du droit. J'ai suivi un peu le parcours des tu sais, le parcours des parents, quoi, de la famille, hein. Oui. Comme tout le monde a fait la fac, bah, tu fais aussi la fac. Finalement, ça me plaisait pas. Donc en fin de deuxième année, j'ai arrêté la fac de droit, j'ai fait une école de commerce. Et Mhm. au départ, je me suis orienté, dans la finance, parce que moi, ce qui me plaisait, c'était la finance. Tu vois? Donc c'est un grand écart avec ce que je fais aujourd'hui, parce que la finance, on est drivé pas par l'humain en l'occurrence, mais plutôt par les chiffres, hein, et c'est une Oui. réalité, et par la performance, mais financière. Mhm. Et en fait, de fil en aiguille, au fil de mes études, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Octomine en 2020. Voilà, donc je suis chez Octomine depuis 2020, Ok. et nous, ce qu'on fait, c'est du baromètre social, hein, et de l'analyse de données. Et on accompagne les entreprises à comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Voilà. Parce que pour nous, ce qui se passe réellement sur le terrain, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la performance et de la performance durable pour une entreprise, surtout. Mhm. J'insiste sur ce terme de durable, parce qu'il est Alors, important. on va y revenir justement pour que tu aies le temps de bien présenter Octomine pour ceux qui ne connaissent pas. Mais avant ça, moi j'aimerais, et je pense que les auditeurs seraient intéressés d'avoir un petit peu ta vision de dirigeant, comment tu t'es construit, parce que tu es quand même un jeune dirigeant, tu as des fonctions de directeur général. Donc comment tu t'es construit pour devenir justement directeur général et comment tu vois en fait cette fonction-là? Alors c'est une très bonne question. Moi, je suis arrivé, on était moins de 5 dans la Mhm. société. Il y avait des rôles qui étaient peu définis. Donc comme dans toute start-up, tu as des rôles qui sont pas définis et tu l'as dit au départ, on est un peu des moutons à 5 pattes.
parce qu'on doit faire beaucoup, beaucoup de choses à la fois. Heu et c'est d'ailleurs ce qui est complexe et compliqué, Oui. dans les startups. Donc moi, j'ai commencé, j'étais vraiment sur la partie commerciale. Donc je m'occupais que de la partie commerciale et en fait, j'ai commencé à combler des trous et à faire de la partie projet parce qu'en fait, on n'était pas assez, parce que comme ça se passait bien sur la partie commerciale et c'est un bon problème, hein, on a Oui. commencé à avoir pas mal de clients et du coup, comme on avait pas mal de clients, bah, il fallait du monde pour délivrer. Donc j'ai commencé à faire de la partie, vraiment production pure. OK. Qui dit partie production dit aussi partie contractualisation, donc gestion des contrats, gestion des partenariats, donc heu, des contrats d'apport d'affaires, des contrats de partenariat, hein, concrètement. Mmh. Tout ce qui est partie aussi financière, la partie comptable, tout est lié, hein, donc j'ai Bien commencé sûr. à vraiment travailler sur ces sujets et en fait, de fil en aiguille, j'ai comblé les trous, et tu sais, l'humain n'aime pas trop le vide, donc quand Mmh. personne fait quelque chose ou quand on n'est pas assez, pour faire tout ce qu'on devrait faire, bah, en fait, par automatisme, on comble les trous, et moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, après, je suis passé, sur la partie vraiment direction commerciale. Donc, je m'occupais toujours que de la partie commerciale avec la partie projet et un peu les à côté. Et de fil en aiguille, on a commencé à grossir. Donc, on a recruté, on a commencé à avoir de plus en plus de gros clients, Mmh. donc un besoin de structuration. Parce que qui dit gros client dit, structuration des équipes. Donc, tu peux plus avoir que des stagiaires, hein. Tu Oui. dois embaucher, tu dois embaucher des seniors. Heu, qui dit structuration avec les gros comptes dit aussi, plus de, cadres Mmh. sur tous les pans de ta boîte, hein. Donc il faut que les finances soient structurées, il faut que les projets soient structurés, il faut que la technologie aussi elle soit structurée, hem et qu'il y ait des rôles qui commencent à être bien définis et en 2024, je suis passé du coup, directeur général pour chapeauter toutes les équipes parce qu'on a commencé à vraiment grossir à partir de 2024. OK. Voilà Vous êtes et combien à peu près de salariés aujourd'hui? alors maintenant, on est 17 OK. dans Ah la ouais. boîte. On était 8 l'année dernière. En fin 2024, début 2025, on était 8 et là, début 2026, on est 17. Donc tu vois, c'est quand même un grand écart et c'est pareil, les problématiques ne sont pas les mêmes quand tu es 8 et quand tu es 17. 8, tu es une start-up, 17, tu es une start-up, mais tu es surtout une vraie entreprise. Oui, complètement. Et justement, bah, tu as vraiment un rôle vraiment de management du coup, parce que tu as quand même commences à avoir une grosse équipe qui s'étoffe. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu as des aspects qui sont plus ou moins faciles? Si tu peux nous dire un petit peu les coulisses d'un dirigeant qui, en mode accéléré, a dû manager une équipe avec tout ce que ça comporte, hein, avec l'être humain et puis les process, et cetera. Alors effectivement, alors déjà, c'est pas facile, c'est Mmh. très compliqué. Tu as beaucoup de choses hyper positives, tu as beaucoup de choses très complexes Oui, et c'est pareil, le management, c'est quelque chose que tu n'apprends pas dans les bouquins, heu c'est vrai. et que tu apprends pas sur les bancs de l'école. Ça, j'en suis persuadé et Mmh. tu vois, moi, je lis pas mal. Alors, je lis pas énormément, mais par contre, j'ai lu quelques bouquins et je suis, quelques, personnes qui m'ont beaucoup aidé dans la prise de recul et dans le management, notamment, Ibrahim Afol, que tu connais Ah oui, peut-être, voilà, oui, oui. qui parle beaucoup du travail réel Ouais, c'est le et je pense président de l'Institut, du travail réel pour ceux qui bah, connaissent pas. exactement et en fait, je pense que tu apprends à manager quand tu connais, le travail réel du coup, quand tu connais comment ça se passe réellement sur le terrain et moi, comme je suis passé par un peu toutes les étapes et toutes les phases de la boîte, c'est plus simple de manager parce que j'ai vécu ce qu'eux sont en train de vivre. Les choses plus simples, les choses plus compliquées et Mmh. du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que je suis indulgent et surtout, je sais où se trouve la réelle complexité. Alors, tu as beaucoup d'aspects hyper positifs, et c'est un peu le problème d'ailleurs du management, c'est que on en a fait beaucoup la promotion alors à l'époque. Là, déjà, on se rend compte que les gens ont moins envie d'être manager parce qu'en fait, tu as ton lot de choses cool, mais tu as aussi un lot de choses très compliquées à gérer. Mmh. Voilà, parce que tu gères de l'humain, hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu as la partie facile dans le sens où tu vas pouvoir déléguer les choses que tu as envie de déléguer. Et c'est là aussi où c'est compliqué. C'est qu'il faut pas déléguer que les choses que tu as pas envie de faire, si tu veux. Et Complètement. je pense que c'est ça un bon manager, c'est qu'il délègue des choses,
sur lesquels il pense être moins bon que ses équipes, lesquels je sais que je suis moins bon que mes équipes et j'ai beau aimer ce genre de tâches, bah, je le fais pas parce que je sais que je vais être moins bon et moins efficace. Et la grosse partie très, très compliquée, du manager, pour moi, ça va être d'accompagner dans les moments durs. Parce qu'en fait, tu es surtout là pour éteindre des incendies, Mmh. c'est la réalité. Donc quand tout se passe bien, bah, c'est un travail d'équipe, heu, c'est un succès collectif, ça c'est vraiment chouette. Quand ça se passe pas bien, bah, c'est moi qui ai besoin de monter au front et d'éteindre les incendies. Alors on le fait ensemble bien évidemment, mais là, le dernier rempart, ça va être moi et je l'assume complètement et parfois, bah, je prends de mauvaises décisions, ça arrive et d'ailleurs j'ai beaucoup appris en prenant de mauvaises décisions, et aujourd'hui c'est ce qui fait que c'est ce qui est compliqué, c'est pas tant de savoir ce qu'il faut faire, c'est de savoir ce qu'il ne faut pas faire et quand il y a plein de choses que tu as fait qui ne fonctionnaient pas, bah, c'est bien parce que du coup tu sais ce qu'il ne faut pas reproduire dans le futur pour que ça se passe bien. Et souvent, on dit que les dirigeants, sont un peu isolés parce que, il y a des problématiques quand tu es DG que tu n'as pas fait qu'avec d'autres fonctions. Est-ce que tu t'entoures de pairs, tu t'inspires de d'autres collègues qui aussi sont sur des fonctions de dirigeants pour pouvoir t'aider ou, est-ce que tu as cette ressource-là? Oui, alors moi la chance que j'ai, c'est que j'ai un fondateur, avec qui on a construit Octomine, depuis 2020, donc Yves Richard, Mmh. OK, qui est très, très à l'écoute et avec qui j'échange énormément. OK. Donc en fait, toutes les problématiques qu'on a, lui, il est vraiment sur le pan stratégie très long terme, hem, parce que c'est un génie, hein. Bon, Mmh. enfin, Un moi visionnaire. Mmh. Mmh. c'est un vrai génie, c'est un vrai visionnaire. Moi, je suis vraiment là sur la partie delivery et lui, il est très fort aussi sur la partie technique. Mais du coup, on arrive à se contrebalancer, en fait. Il y a le yin et le yang, Mmh. ce qui fait que, oui, j'échange énormément avec Yves Richard. D'ailleurs, on échange tous les jours, OK. systématiquement. Voilà. Tous les brainstorms, on les fait ensemble. Toutes les problématiques qu'on a, on les évoque ensemble. Ça nous permet de trouver des solutions plus rapidement et Ouais. surtout, ça nous permet de ne pas avoir, tu vois, tout le temps la tête dans le guidon. Parce que ce qui est compliqué quand tu es dirigeant, c'est que tu as la tête dans le guidon, tu essaies d'agir très vite, mais agir très vite, c'est pas forcément agir très bien. Voilà. Et après, j'échange avec des pairs. Aussi, j'essaie d'échanger avec des pairs un maximum. Donc, j'essaie de faire un maximum d'événements extérieurs, d'échanger avec des gens avec qui on a des problématiques. Et tu te rends compte que tu trouves beaucoup de solutions au travers, des problématiques que d'autres personnes ont déjà vécues. Oui, oui, complètement. C'est intéressant parce qu'avec ton jeune âge, tu as quand même beaucoup de lucidité par rapport à, voilà, à la fonction et c'est peut-être aussi un des facteurs clés de succès aussi parce que, Peut-être. voilà, donc, Peut-être, hein. alors, alors maintenant, j'aimerais bien qu'on puisse évoquer, qu'on puisse rentrer dans le détail d'Octomine parce que c'est une jeune start-up qui maintenant est en forte croissance, donc on va parler de PME maintenant, donc on est Oui. plus dans cette logique-là. Est-ce que tu peux nous présenter, faire un petit peu le pitch d'Octomine et aussi à quelle problématique Octomine répond en fait dans l'écosystème des organisations actuelles? Oui. Alors, Octobyte, nous, pour faire assez simple, on a une plateforme de sondage et d'analyse de données. Donc, on récolte les feedbacks du terrain pour permettre aux managers, aux dirigeants de prendre les bonnes décisions grâce au retour de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et on permet en parallèle aux collaborateurs de s'exprimer, donc de faire remonter des choses qu'ils n'auraient pas pu faire remonter, parce que quand tu es dans une grosse boîte, c'est très dur de faire remonter de l'information. Mm, ok. Nous, on est convaincus d'une chose, depuis toujours, hein, c'est que pour prendre les bonnes décisions, il faut savoir ce qui se passe. Et pour savoir ce qui se passe, il faut mesurer. Mm, c'est Et clair. du coup, bah, nous, on permet de mesurer. Les analyses permettent de savoir ce qui se passe. Et derrière, ça permet du coup aux dirigeants, aux managers, de mettre en place des actions qui répondent réellement aux besoins du terrain. Alors, c'est intéressant que tu dises ça. Et alors moi, par mes fonctions, en fait, je suis au cœur justement de ces problématiques dans les entreprises. Et il y a quelque chose souvent, en fait, qu'on m'a posé comme question, c'est qu'on m'a dit, bon, Johan, tu sais, il y a plein d'acteurs sur le marché, mais par contre, souvent, on voit les mêmes modèles de questionnaires et des fois, on voit que c'est peut-être pas forcément toujours adapté par rapport vraiment à notre culture, le contexte, est-ce que vous, dans votre approche, vous avez intégré justement cette dimension par rapport aux organisations? Et est-ce que vous faites ce même constat aussi?
Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup, reproché. Alors, pas nos clients, Mmh. mais les gens avec qui on discutait, donc d'autres dirigeants d'entreprise, les réseaux d'entrepreneurs dans lesquels on est, notamment, qui comprenaient pas, pourquoi on partait dans cette direction. Parce qu'on faisait l'inverse de tout ce que les plateformes SaaS font habituellement. OK. Normalement, quand tu es une plateforme SaaS, ce que tu fais, c'est que tu réponds à un besoin déjà qui est normé. Parce que tu vois, tu as un logiciel de paye, bon, bah, la paye, elle est plus ou moins normée parce que tu as des Oui. réglementations, tu as des normes à respecter, tu as une façon de faire qui va pas changer du tout, tout, tout. Pareil, dans tout ce qui est, logiciel de formation. Les formations sont différentes, mais si tu veux, le suivi des formations, il est assez normé. Les évolutions de postes sont assez normées. Donc ça te permet de vraiment faire un SaaS qui peut répondre à tout le monde. Mmh. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à l'inverse. Au lieu de faire un SaaS simple qui puisse répondre aux besoins de tout le monde, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on pourrait jamais répondre aux besoins de tout le monde, on Oui. a fait un SaaS qui est simple à la base, Mmh. mais très complexe et très personnalisable sur les surcouches. Et comme D'accord. ça, comme ça, alors, on peut s'adapter à absolument toutes les problématiques des entreprises, parce que nous, on gère de l'humain, hein, et l'humain, le problème, c'est qu'il est pas du tout normé. Eh Une oui. transformation, heu, dans une boîte A ne sera pas la même transformation que dans une boîte B, tu vois? Même si c'est du déménagement, bah, le déménagement, il est peut-être pas issu de la même problématique de base. Tu as une boîte qui déménage, bah, parce qu'elle a des problèmes financiers, donc elle a besoin de réduire ses coûts. Tu as une autre boîte qui va déménager, peut-être parce que, bah, ils grossissent et donc du coup, ils ont besoin de locaux plus grands. Tu as une autre boîte qui va déménager, parce que justement, elle se fait racheter, par une autre entreprise et du coup, bah, faut migrer les 2 bureaux, ainsi de Ouais. suite. Voilà. Donc nous, on répond à toute la complexité, Et c'est avec la technologie. et Oui. sur quel type de projet les entreprises actuellement, elles vous sollicitent? Justement qui fait appel à, le questionnement auprès des collaborateurs? C'est quoi ce qui est récurrent que vous pouvez constater aujourd'hui, les en termes de sollicitation? Alors, dernièrement, tu as beaucoup de risques psychosociaux, OK. voilà. Ce Mmh. qui est assez logique parce qu'on est dans un contexte qui est très, très anxiogène, donc il y a beaucoup de risques psychosociaux. Mmh. La qualité de vie au travail, mais ce qui est très en lien avec les RPS, donc les Oui. risques psychosociaux et d'ailleurs souvent on aborde les 2 Mmh. dans un même questionnaire parce que ça te permet du coup d'avoir une vue vraiment, globale, de et un état d'esprit global de la boîte, Oui. sur ces 2 pans. Et après, ce qu'on fait pas mal, c'est le management, de plus en plus le management, tu vois? Donc ça rejoint ce qu'on s'est dit, c'est quand même, heu, on est entré dans une phase, je pense, de choc des générations aussi, où tu as encore des managers qui managent un peu à l'ancienne Mmh. et tu as les nouvelles générations qui, pensent qu'à leur équilibre vie pro perso, à leur évolution de carrière, au salaire aussi, parce qu'ils savent très Mmh. bien qu'ils vont pas faire toute leur carrière dans la boîte. Mmh. Et de l'autre côté, bah, tu as les managers qui managent à l'ancienne, qui arrivent pas à comprendre cette nouvelle génération qui arrive et qui va rester 2 ans, 3 ans dans la société, pour ensuite partir par, opportunisme. Mmh. Tout à fait. Ça va être les gros sujets du moment. OK, et je trouve que c'est intéressant, tu as abordé la notion de, déménagement et notamment des processus quand il y a des fusions-acquisitions, je suppose aussi sur des choses comme ça? Est-ce que Oui, c'est quelque chose que vous pouvez proposer aussi, ce questionnement de, l'accompagnement, la préparation à l'accompagnement au changement avant des grandes transformations, de ce type? Est-ce que oui, beaucoup. Tu as raison, j'en ai pas parlé parce que c'est des transformations, au global, mais effectivement, les transformations, c'est un vrai sujet dans plein de cas de figure. Les fusions-acquisitions, moi, je lis beaucoup, de journaux sur, du coup, les fusions-acquisitions. J'aime beaucoup ça, parce ouais. que c'est un vrai sujet et souvent, c'est la problématique, c'est quand il y a une fusion-acquisition, ça se passe pas bien, mais ça se passe pas bien pourquoi? Parce qu'en fait, tu as pas pris le temps, en amont de la fusion et de l'acquisition, de comprendre ce qui se passait réellement sur le terrain, auprès des 2 entreprises. Parce qu'il faut savoir que dans ce cas de figure, c'est une énorme transformation, hein. C'est compliqué pour ceux qui vont absorber la boîte, Mmh. mais c'est encore plus compliqué pour ceux qui vont se faire absorber. Parce que ça veut dire qu'on va leur imposer des process, on va leur imposer de nouveaux outils, on va leur imposer potentiellement un nouveau lieu de travail, de la mobilité. Donc c'est très, très compliqué et du coup, tu es obligé et il faut absolument mesurer
Et il y a un autre sujet aussi, qu'on pourra aborder après si tu veux, hein, Ouais, mais c'est la culture d'entreprise. ouais. Parce que Vas-y, hein. ça, les N'hésite pas, gens profites-en. oublient. Mmh. Les gens oublient souvent, Mmh. l'inadéquation de culture d'entreprise dans des cas de fusion-acquisition et c'est un problème. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'une fusion-acquisition de boîte et qu'une transformation marche bien, c'est que tout le monde, a une culture qui est commune et que tout le monde adhère aussi à cette culture. C'est hyper important. Si tu adhères pas à la culture, Mmh. alors à la nouvelle culture de la boîte qui va t'absorber ou que tu intègres, hein, à la culture de ta boîte, bah, derrière tu perds en sens, donc tu es moins performant et in fine tu pars. En fait, c'est ce qui se passe, hein, dans, Oui, 95 des cas. complètement. Et la question que je me posais aussi, c'est, par rapport au taux d'engagement, parce que souvent, en fait, c'est ce qu'on moi, j'en ai mené il y a longtemps, j'étais acheteur, moi, pour, des barométries sociales. Bon, je te dis ça, c'était 2011, 2011-2012, donc ça remonte. Et il n'y avait pas autant d'acteurs sur le marché. Et souvent, la question qu'on se posait, c'est que comment on peut arriver à favoriser un taux d'engagement de réponse? Parce que, et tu l'as très justement dit, pour pouvoir piloter et anticiper des changements de transformation, il faut avoir de la mesure, de la data. Mais du coup, comment on peut arriver à avoir un certain niveau d'engagement pour se dire, voilà, je prends des décisions avec un certain degré euh, pas de certitude, mais un certain degré en fait de taux de réponse qui me permettent d'avoir une vision assez, pas complète, exhaustive, mais en tout cas se rapprocher de ce que peut, d'avoir le pouls de l'entreprise à travers les questionnaires. Comment vous faites pour favoriser ça justement? La fameuse question de la représentativité. Exactement. Oui et en plus d'ailleurs, tu parles de représentativité, mais il y a aussi, la transparence. Parce Oui. que dans ce type de démarche, c'est bien d'avoir de la représentativité, mais il faut aussi être sûr que ce que les gens ont dit, quand ils ont répondu, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe réellement sur, dans la boîte et dans leurs Mhm. équipes et ça passe par la confiance. Voilà. Alors sur la représentativité et sur le fait de maximiser, les taux de participation, il y a plusieurs choses. Il y en a 3. Ok. Il y a l'implication, promouvoir et impliquer toutes les parties prenantes, hyper important. Donc déjà, tu vois, tu vas devoir, expliquer pourquoi tu mets en place cette démarche, Mhm. intégrer toutes les parties prenantes, le CSSCT, les représentants du personnel, les collaborateurs, les managers, les directeurs, que tout le monde, soit impliqué dans la démarche. Ouais. Tu as l'accompagnement derrière, parce qu'une Ok. fois que tu mets en place la démarche, il faut accompagner Mhm. et ensuite tu as la mise en place d'actions, donc le fait d'agir, tu vois? Et ça vient souvent avec de l'accompagnement au changement. C'est assez relié, hein. Et ce qui fait que ça fonctionne, c'est le combo de ces 3 paramètres. Les gens vont répondre, les gens vont se sentir en confiance, donc ils vont dire aux autres de répondre. Comme tout le monde répond, tu pas envie d'être le seul à pas avoir répondu, tu vois? Mhm. Ça crée un peu une émulation de groupe Ouais. positive Ouais. et comme tu as commencé à répondre, en plus tu as envie de vraiment changer les choses, donc tu réponds de manière transparente. Et ça, c'est le vrai enjeu, c'est d'avoir des retours qui sont transparentes. Et c'est pour ça d'ailleurs, nous, qu'on fait pas de label, qu'on propose aucun label à nos clients, parce qu'on a peur que ça, biaise un peu les réponses et du coup, les gens, ils répondent pas dans une optique de faire changer les choses Complètement. réellement, mais qui veuillent donner des bonnes notes pour avoir accès à un label. Voilà. Et dans votre approche, vous accompagnez vos clients justement sur cette dimension dimension communication pour favoriser justement l'implémentation d'une solution ou favoriser l'engagement justement des Oui, collaborateurs sur la question. Mm. oui. En fait, tu as 2 choses pour que ça marche bien. Tu as la technologie, donc nous, on fournit la technologie, Oui, hyper important. Il faut que la technologie, elle soit simple, il faut qu'elle soit puissante, il faut qu'elle soit comprise de toutes et de tous. ok. Mais tu as surtout l'humain et l'accompagnement. Et ça, tu as complètement raison. Nous, on accompagne tous nos clients de bout en bout dans le paramétrage, la mise en place, la création des questions et des questionnaires aussi parce que, c'est une chose de poser des questions, c'en est une autre de poser des questions qui vont te permettre d'avoir de la donnée de qualité et facilement exploitable derrière. Et oui, c'est ça. Ça, c'est le vrai sujet, et après on est vraiment force de proposition et de conseil, sur l'après. Comment tu exploites les résultats, comment tu interprètes les résultats et les données. Mhm. Heu, on va aussi aller sur le terrain. Moi, j'aime beaucoup aller sur le terrain,
pour aller, tu vois, en CSE, faire une présentation d'Octomine et une fois de plus, ça va vachement rassurer. Donc on a ce pan technologique, mais une fois de Oui, plus, le pan technologique, il doit être accompagné par de l'humain et c'est ce qui fait toute la différence parce que, bah, on traite de l'humain. Donc comment c'est dur, je trouve, de faire avaler le fait que tu vas accompagner, l'humain sans humain derrière. Donc c'est pour ça que nous, on fait de la technologie plus de l'humain, et oui, c'est clair. plus de Ah, l'IA d'ailleurs. oui, et d'ailleurs, ah ben, c'est Voilà. bien, c'est intéressant parce que j'allais t'amener sur ce sujet justement. Euh, J'aimerais bien avoir ta vision. En plus, c'est intéressant parce qu'avec votre approche Octomine, vous avez une vision d'ensemble avec plusieurs clients sur les projets de transformation. Comment tu vois les choses, toi, sur la montée en puissance de l'IA et versus la place de l'être humain dans sa valeur ajoutée intrinsèque par rapport à cette montée en compétence de l'IA qui est en train d'absorber de plus en plus de fonctionnalités, de tâches, justement. Quelle est ta position là-dessus? Alors, l'intelligence artificielle, bon, Yves Richard en parlerait beaucoup mieux que moi, parce que lui, Ouais. il fait ça depuis 15 ans. Donc, il était déjà dans l'IA il y a 15 ans, un moment où c'était très peu connu. En tout cas, c'était connu que des professionnels, des ingénieurs qui étaient dans ce domaine-là. Ça s'est vraiment démocratisé, donc avec l'arrivée de ChatGPT, hein, notamment, Mhm. qui a rendu l'IA accessible à tous, l'IA générative d'ailleurs, hein, le Oui. LLM. Nous, on intègre de l'IA depuis nos tout débuts. Mhm. C'est marrant parce qu'au début, on n'en parlait pas du tout de l'intelligence artificielle qu'on avait intégrée à la plateforme, parce que ça faisait peur. Dès qu'on en parlait, ça faisait peur. Les gens étaient pas prêts. En fait, Oui. on avait déjà de l'avance, tu vois. C'est assez marrant parce que on avait de l'avance, mais on pouvait pas en faire la promotion parce que les gens avaient peur. Ils disaient: «Ouh là là, je vais me lancer dans une démarche qui traite de l'humain, mais sans humain, c'est bizarre». Bon, on a quand même continué. C'est juste qu'on n'en parlait pas et on n'en faisait pas la promotion. Mhm. Il y en a certains qui nous ont suivis, sur ces sujets, qui ont tout de suite compris ce qu'on voulait faire et qu'on voulait pas remplacer l'humain par l'IA, notamment Jérôme Frito, hein, de la CNAV, qui est un Oui. super promoteur, Mhm. d'Octomine, qui utilise beaucoup Octomine et qui nous aide beaucoup, qui nous a beaucoup aidés, voilà, dans le développement, hein, de la société et du produit. L'IA, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un impondérable, parce que ça te fait gagner beaucoup de temps sur des tâches qui sont rébarbatives et sur des choses qui sont compliquées à analyser, notamment les verbatims, donc tu vois, dans notre Oui. business. Parce que le vrai sujet des baromètres sociaux, ça l'a toujours été. En fait, à partir du moment où tu fais des études quantitatives, de toute façon, le sujet, heu, tu as 2, c'est la qualité des données, ça on en parle toujours, et c'est la quantité des données. Eh oui. Parce que quand tu as beaucoup, beaucoup de données, ça devient très compliqué d'analyser, tu vois? Mhm. Quand tu accompagnes une multinationale avec plus de 50 000 collaborateurs, tu poses 30 questions par an, bah, tu as beaucoup, beaucoup de commentaires, tu as beaucoup de données. Comment tu les exploites quand tu es qu'un humain, j'ai envie de te dire? Oui. Et ben, nous, c'est là où l'IA est hyper efficace, c'est qu'elle te fait des résumés et elle te met en avant les sujets clés en lien avec ce qui a été abordé dans tous les commentaires, en étant agnostique et en plus en prenant en compte toutes les langues de tous les collaborateurs. Donc en fait, elle Mhm. agit à 2 niveaux. L'IA va tout traduire et l'IA derrière va faire des résumés des commentaires en affichant des pondérations et des sujets qui sont clés. Voilà, donc ça, c'est hyper Eh oui. puissant. Mais par contre, l'humain doit rester là pour son esprit critique, Mhm. indispensable. Si tu enlèves l'humain et si tu laisses tout à la main de l'IA, ça marche pas. Ça marche pas. Oui. Et c'est pour ça que nous, on mélange les deux. Donc l'IA est un moyen, mais c'est pas du tout une fin. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait aujourd'hui que l'IA, pour qu'elle soit de plus en plus performante, il faut qu'elle soit entraînée, justement, avec des données, des Oui. simulations, puis du réel. Et le fait que vous ayez intégré déjà très tôt cette IA, donc vous avez certainement une IA qui est super entraînée, peut-être, donc qui favorise peut-être une précision d'analyse ou de retour, en tout cas de, de proposition d'analyse. Parce que, comme tu dis, justement, c'est l'humain qui va décider après. Oui, tu as tout à fait raison. Et nous, je dirais que ce qui est encore plus puissant, c'est que l'entraînement, il se fait à chaque fois que tu lances une enquête. Mm. Donc en fait, on a toujours et ça, c'est le vrai enjeu de la qualité des données, c'est qu'on a toujours de la donnée, d'une part de qualité, parce qu'on a une manière de récolter la donnée qui fait que c'est ultra qualitatif, mais surtout on a de la donnée qui est toujours à jour. Eh oui. Donc en fait, les données qu'on a récoltées en 2024 chez un client, il va refaire un baromètre en 2025. L'IA va s'alimenter de ce qui s'est passé en 2024 en prenant en compte ce qui se passe aujourd'hui en 2025. Donc elle va te proposer des choses qui sont représentatives de la réalité de terrain
du jour et non pas de la veille. Et Mmh. ça change tout. Et c'est la chance qu'on a et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on fait du c'est qu'en fait, le sondage, tu vas directement récolter la donnée à la source. On chope pas des données qui sont issues d'articles, Et heu, oui. ou de données statistiques qu'on ne maîtrise pas. Là, la donnée, on la chope directement auprès des réponses des collaborateurs à l'instant T. Mmh. Et une question que je voulais te poser aussi, c'est que, là, dans les accompagnements que j'ai, il y a vraiment une question centrale sur, est-ce qu'on fait une barométrie sociale sur un instant T ou, on rentre dans une logique en fait, en continu? C'est-à-dire on permet l'accès à des collaborateurs de faire un déclaratif quand ils le souhaitent pour, aider les managers en fait à piloter, à l'intégrer dans un pilotage, dans des rituels managériaux par exemple, avec des données collectives, qui remontent. Est-ce que tu vois aussi ce questionnement dans les entreprises apparaître de je sors juste du baromètre à un instant T, qui est déjà une première porte, une première qui a un intérêt, et on va dans une dynamique continue. Le fameux pulse Oui, survey? exactement. Ouais. Alors oui, il y a de plus en plus cette dynamique. En fait, c'est assez marrant parce qu'en 2020, enfin 2019-2020, il y a eu le Covid. Mhm, Donc, avant le Covid, d'ailleurs ça pas mal accéléré les choses, mais avant le Covid, on faisait des baromètres qui étaient annuels, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, mais c'était vraiment pas fréquent. ok, Il y a eu le Covid, il y a eu une accélération déjà de la mise en place d'outils digitaux. Il y a eu, une perte de relation entre le management et le manager, qui a fait que nous, on a commencé vraiment à rentrer dans ce système de tu fais une enquête toutes les semaines ou tous les mois, pour garder le lien. C'était une fréquence qui était un peu trop importante et les gens sont peut-être allés un peu trop vite, mhm, sur cette approche. Ensuite, post-Covid, c'est revenu à des enquêtes qui étaient annuelles et là, depuis l'année dernière, ça revient, les enquêtes régulières reviennent. Voilà, ok, pour, suivre et pour surtout permettre aux managers et aux directeurs de s'approprier les résultats de leur équipe. Donc en fait, c'est vraiment en cascade. mhm, Quand à l'époque, c'était, le COMEX qui analysait et qui prenait les décisions sur la base des résultats qu'ils avaient récoltés. Aujourd'hui, tu as le COMEX qui va, on va dire, heu, formaliser les grandes lignes, mais derrière, en cascade, tu as les directeurs et les managers qui vont pouvoir agir à leur échelle. Heu, voilà et ça va dépendre aussi des moyens que va avoir l'entreprise, des moyens qui sont humains. Est-ce que mhm, tu as suffisamment de monde, pour accompagner ces enquêtes régulières et pour mettre en mouvement aussi, oui, les actions que tu dois mettre en place suite aux résultats? Parce que si tu lances des enquêtes, mais que tu mets rien en place, ça marche pas. mhm, Donc il faut les moyens humains et du coup, il faut aussi les moyens financiers. Parce que qui dit moyens humains dit moyens financiers et qui dit, transformation et accompagnement au changement dit aussi, ben, c'est un engagement financier parce que, bah, ça va te coûter de l'argent, hein. Potentiellement, tu vas devoir mettre en place de nouveaux outils, tu vas devoir embaucher de nouvelles personnes parce que tu as des sujets de charge de travail, qui sont évoqués, dans les réponses aux questions. Voilà et tu as la volonté de l'entreprise, donc le management en tant que tel. Tu as des boîtes qui veulent pas forcément accompagner le changement toute l'année. Voilà, donc elles vont rester avec des enquêtes, heu, qui sont annuelles ou qui sont tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Et tu as du management qui est beaucoup plus, on va dire, proactif et qui là, va vouloir accompagner le changement toute l'année et je rajoute un facteur et après j'arrête, hein. non, Tu as vas-y, on aussi t'écoute. aussi la taille de l'entreprise. Parce que Ouais, tu vois, faire des enquêtes régulières auprès d'une boîte de 1000 personnes et faire, des enquêtes régulières quand tu as une boîte de 50 000 personnes, c'est pas du tout pareil. Voilà. mm. Donc tu peux pas, avoir la même fréquence, d'analyse et de mise en place d'actions dans ces 2 types d'entreprises. Et votre solution, elle est, parce que c'est vrai on a évoqué quand même des grands comptes, des tailles d'entreprises qui sont importantes. Est-ce que ça s'adapte aussi à des PME et d'ailleurs, à quelle taille d'entreprise vos solutions s'adaptent-elles? Alors nous, c'est hyper flexible. Donc notre plus Mhm. petit client, pour te dire, ils sont 8 collaborateurs. Ok. Voilà, donc on s'adapte aux toutes petites entreprises et même nous, on l'utilise d'ailleurs en interne. Mhm. On l'utilisait quand on était 8. Bon, ça fonctionne bien, mais effectivement, dans ce cas de figure, c'est intéressant de faire plusieurs enquêtes dans l'année pour avoir un vrai suivi dans le temps et donc ça s'adapte on va dire, allez, 8 collaborateurs jusqu'à aujourd'hui notre plus gros client, ils sont un peu plus de 60 000.
partout dans le monde, sachant que le cœur, de notre cible, ça va vraiment être les ETI. Oui, Parce que OK. les ETI, ils sont à mi-chemin entre la flexibilité, donc ils ont vraiment cette flexibilité qui permet de mettre en place des actions assez rapidement et ils ont aussi les moyens humains et financiers Mmh. d'accompagner ces changements. Mmh. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la cible. OK. Alors je te fais part d'une remarque là que je vois de plus en plus, c'est que avec les instances, les IRP, et puis même avec la direction, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de managers à tout niveau, hein, intermédiaire et de terrain, qui veulent prendre en compte et qui sont aussi de plus en plus formés sur l'approche des risques psychosociaux. Mais du coup, en fait, moi, ce qu'ils me disent, mais tu sais, Johan, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est des outils qui nous permettent, mais quand on fait nos rituels managériaux, on parle de performance, de chiffre d'affaires, voilà. Mais par contre, on aimerait bien avoir quelque chose du même type pour qu'on puisse piloter au près, mais un petit peu détecter les signaux faibles dans nos équipes sur des remontées de manière anonyme, hein, qui sont faites pour pouvoir anticiper des situations, parce qu'ils me disent, ben, souvent, on n'a pas vu les choses venir parce on est pris dans notre activité, l'activité technique, et du coup, en fait, on essaie d'avoir ces temps-là, mais si on peut avoir des outils qui nous permettent, sur du déclaratif, de détecter ces signaux faibles, ça serait bien. Et donc, du coup, est-ce que justement votre solution, elle permet aussi de rentrer dans une dimension au niveau du déclaratif collaborateur sur ces champs-là, c'est-à-dire faire remonter des signaux faibles qu'il peut y avoir à travers du déclaratif pour les managers. Est-ce que ça, c'est... Oui, c'est ce qu'on fait et c'est ce que de plus en plus de clients font, certains depuis longtemps. Et d'ailleurs, c'est intégré dans pas mal de rituels pour les managers. OK. Donc c'est dans les rituels managériaux et ça fonctionne très bien, où tous les vendredis, ils se rejoignent et ils font, une analyse en équipe des résultats. Ce qui va faire que tu peux fonctionner comme ça va être la question que tu poses et les Oui. questions que tu poses. Donc en fait, tout dépend des questions, en fait, que tu vas poser et des thématiques que tu vas aborder, sachant que tu peux très bien faire un combo de questions fermées et de questions ouvertes pour Mhm. justement détecter les signaux faibles. OK. Donc oui, ça marche et c'est d'ailleurs une très, très, très bonne approche. OK. Et ce qui est corollaire comme action, souvent ce qu'on me dit, c'est que mais est-ce que les questions, c'est validé scientifiquement? Parce que tu sais, quand on va sur le sujet des risques psychosociaux, et ça se comprend, est-ce qu'il y a des modèles validés par des collèges scientifiques je parle du GOLAC par exemple, du Carasec, enfin des choses comme ça. Est-ce que il y a des questionnaires qui peuvent être béton pour sécuriser aussi l'ensemble des acteurs en disant, ben, ça ne sort pas de nulle part et est-ce que ça vous l'intégrez? Oui, alors nous, les questions alors déjà, on a une base, on a la moitié de nos questions qui ont été élaborées avec le laboratoire de psychologie sociale d'Aix-Marseille, OK. quand je suis arrivé. Mmh. Donc ça, c'est la première expertise, on va dire, scientifique qu'on Mmh. a, en tout cas sociale, des questions qu'on propose. L'autre partie des questions ont été élaborées avec nos clients. Alors ça va être les psychologues internes de nos clients, les réseaux QVCT de nos clients, notamment, les réseaux, tu vois, des CARSAT et de la CNAV, avec qui on bosse pas OK. mal sur ces sujets, qui nous permettent d'alimenter notre base et d'être au plus proche, de ce qui est intéressant et ce qui est important aujourd'hui. Donc on a Mmh. aussi un système d'archivage, hein, de questions. Il y a des choses Ah qu'on ne OK. pose plus, voilà, et qui sont plus intéressantes. Et après, sur tout ce qui est RPS, on utilise effectivement les référentiels Golag, Carasec. En fait, on utilise, nous, les questions, et les thématiques de l'INRS, D'accord. OK. ce qui marche très bien. Et Ouais. après, l'intérêt aussi, d'Octomine, en l'occurrence, c'est que comme c'est très flexible, tu peux mélanger des questions de différents, on va dire, de différentes sources et tu peux même mélanger, de l'INRS avec du, qualité de vie au travail ou de la transformation et ce OK. qui te permettra derrière de créer des liens entre les questions et de savoir si une transformation actuelle a un impact sur les risques psychosociaux et sur les signaux faibles détectés dans une équipe. Ah OK. Voilà. Eh beh, c'est top, hein, du coup. Ah moi, j'ai Ouais, eu de la chance parce que essaye, hein. tu m'as fait exactement. Tu m'as fait une présentation et donc effectivement, en plus, on n'en a pas abordé, mais il y a une question d'ergonomie aussi qui est quand même, cruciale. C'est que, pour des gens qui sont enfin des collaborateurs ou des managers qui sont pas peut-être parfois assez éloignés de la dimension technologique, hein, sont pas c'est pas facile. La question de l'ergonomie est quand même super importante pour donner envie ne serait-ce que pour avoir
utiliser le reporting, mais aussi faire du déclaratif quand tu es collaborateur. Ben, tu as raison. De toute façon, le point d'entrée, c'est le questionnaire. Donc si déjà il est pas ergonomique, Mmh. bah, tu pas de réponse. Si t'as pas de réponse, t'as pas de données et réaction en chaîne, si t'as pas de données, t'as pas d'analyse. Voilà. Donc effectivement, l'ergonomie, c'est un sujet clé. Il faut que le questionnaire, soit digeste, il soit simple aussi, que ça te prenne pas trop de temps et derrière, bah, il faut que ce soit simple d'analyser les résultats sur la plateforme. Et c'est là toute la complexité, c'est que il faut qu'on arrive à rendre quelque chose de très complexe, très simple, Mmh. tu vois? C'est ça. Et c'est toute la complexité. C'est de rendre quelque chose de très complexe intelligible par tout le monde. Voilà. Que tu sois manager, que tu sois directeur, que tu sois membre du COMEX, quelle que soit ton industrie, quel que soit, ton background technologique. Parce que c'est vrai qu'on a des clients qui ont cette appétence technologique, qui sont jeunes, qui sont ingénieurs. Bon, bah, ils comprennent tout de suite les analyses de données. Mais on s'adresse parfois à des RH qui sont moins familiers avec les technologies, qui ont moins aussi cette appétence et du coup, bah, il faut quand même que les résultats restent intelligibles et c'est là notre force, c'est de rendre le complexe, simple. Et j'en profite parce que je suis en train de me remémorer plein de questions en fait qu'on m'a évoquées justement par rapport à ces notions-là. Alors, je les ai en tête. La première question, c'est on est face à de plus en plus une réglementation qui impose des bilans annuels sociaux, dans le document unique, en fait, de pouvoir intégrer cette dimension des RPS. Est-ce que votre solution, en tout cas les reporting, la manière dont c'est fait, ça peut faciliter justement l'intégration et le couplage avec la production de rapports annuels et aussi l'intégration, par exemple, dans le document unique? Est-ce que ça peut Oui. faciliter? Oui. Alors nous, en fait, on s'intègre dans 3, on va dire, 3 pans réglementaires. On peut s'intégrer dans tout ce qui est, ISO, dans certaines Mhm. certifications ISO, qui du coup, demandent à ce qu'il y ait une mesure régulière, du pouls Ok. des équipes. Dans, tout ce qui est CSRD, Oui. qui est la nouvelle Ok. réglementation, voilà, Mhm. des reportings extra-financiers, Mhm. où on peut utiliser Octomine, voilà, les résultats d'Octomine, c'est utilisé par certains clients. Et D'accord. effectivement, dans la mise en place du document unique, donc dans le DURP, où là, on peut totalement utiliser les résultats issus d'Octomine, bah, dans le document unique. Et d'ailleurs, on a plusieurs clients aussi qui le font et on en a de plus en plus qui le font. Et dernière chose, c'est vrai, on est intégré dans, le, le scoring EcoVadis. Tu vois? Ok. Donc Ah dans ouais. tout ce qui est, Ouais. labellisation RSE, RSE. Ouais. ça peut te permettre d'avoir une meilleure note si tu, prends en compte le retour des collaborateurs sur le terrain. Ok. Et vous êtes capable de vous interfacer sur déjà des systèmes d'information existants dans l'entreprise pour aller coupler avec des données déjà existantes? Alors aujourd'hui, on a l'interfaçage pour la mise à jour des données, donc des collaborateurs. Oui. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à mettre en place d'ailleurs l'année dernière et qui fonctionne chez plusieurs clients. On fait au compte-gouttes en fait en fonction des demandes, heu, Mhm. parce que, bon, on n'aime pas trop externaliser, il y a des logiciels, tu sais, qui te permettent de faire l'interfaçage. Sauf que le Oui. problème, c'est qu'on doit passer par des technologies externes et du coup, bon, nous, un des vrais sujets chez Optomine, c'est qu'on veut garder la maîtrise technologique de bout en bout. Mm. Donc tout ce qu'on fait, on veut le faire in-house. Ok. En tout cas, le maximum de ce qu'on peut faire, on le fait in-house. Donc là, les interconnexions avec les logiciels, elles se font in-house. On passe pas par un logiciel externe, donc on le fait au compte-gouttes. Pour l'instant, on intègre tout ce qui est données des collaborateurs, donc heu, les évolutions de postes, donc Oui. d'équipe. On va intégrer aussi tout ce qui est données sociodémographiques, tranche d'âge, tranche d'ancienneté, genre. Hem et puis on s'arrête pour le moment, sur cette partie, Mm. dans l'intégration. Oui, parce Mais que je suppose qu'il y a des enjeux réglementaires, je suppose, avec la RGPD. en On fait, peut... c'est toujours ça. C'est Ouais, ça. Ouais. tu as des enjeux réglementaires. Après, si tu vas trop loin, tu peux avoir aussi des enjeux de santé, heu, donc il faut être HDS. Donc en fait, ça devient très, très, très compliqué. Donc nous, aujourd'hui, on s'interface avec ce qui est le plus important et ce qui apporte le plus de valeur. Et d'ailleurs, avec tout ce qu'on intègre, tu as déjà de quoi passer du temps à analyser et Oui. tu as largement de quoi changer les choses, dans ta boîte. Oui, parce que ce qui compte, c'est de mettre en place les actions aussi après. Bah, en fait, c'est toujours ça. Ouais. C'est bien. Bah, d'ailleurs, une fois de plus, bon, je reviens sur l'IA et sur les Ouais. données, mais l'enjeu d'hier, c'était d'avoir des données. Parce que, à l'époque, c'était compliqué de récolter de la donnée, c'était compliqué d'avoir de la donnée.
Aujourd'hui, on est submergé Mmh. par la donnée. Il y en a dans tous les sens parce que tous les logiciels s'interfacent entre eux. Du coup, tu te retrouves avec des reportings qui sont inexploitables parce que tu as vraiment de la donnée dans tous les sens. Et l'enjeu, c'est plus tant la quantité de données, c'est vraiment la qualité de ta donnée. Donc nous, on préfère avoir, on en a beaucoup de la donnée, mais on préfère avoir un peu moins de données, mais ultra qualitatives, que tu vas pouvoir mettre en action rapidement, plutôt qu'avoir des données dans tous les sens. Et derrière, tu te retrouves avec un data lake qui est inexploitable euh, et que tu puisses rien en faire, quoi. Ouais, complètement. Alors, comme on avance dans l'interview, est-ce que pour terminer, tu auras un message à faire passer aux auditeurs, je sais pas, une inspiration, un conseil, enfin, ce qui te passe par la tête, que tu as envie de partager avec les auditeurs, qui pourrait leur être utile? Oui. Alors, il y a une phrase que je dis pas mal en interne, qui est très en lien aussi avec ce qu'on fait chez nos clients. C'est en fait, on peut avoir l'impression de décider de manière éclairée, mais si en fait la lumière elle est de mauvaise qualité, bah, la décision elle le sera aussi. Elle sera Ok. pas bonne. Donc c'est hyper important d'avoir la big picture et de savoir comment les gens interagissent entre eux, quels sont leurs enjeux, comment ça se passe réellement en fait. Mm. Ok. Voilà, c'est ma petite phrase de conclusion. Et puis moi, je vais aussi en profiter à l'antenne pour remercier Jérôme Frito, parce que le DRH de la CNAV, parce que en fait, c'est lui qui m'a interpellé, en fait, et qui m'a fait le lien avec toi. Et voilà, qui est aussi une source d'inspiration parce que c'est quelqu'un de très engagé. Et mais tu as dû le voir parce que c'est un de vos clients, donc voilà. Oui. Ouais, il est top. Ouais, on aime beaucoup Jérôme Frito et il a toujours été là, même quand il y a eu des moments durs, parce que c'est Mm. vrai que là, on a surtout parlé des aspects positifs, mais il y a aussi eu des moments durs et c'est, assez chouette de savoir qu'on peut compter sur certaines personnes, même quand on a des périodes un peu plus compliquées. Voilà et Complètement. de la même manière, je peux compter sur tous les collaborateurs quand on a des périodes un peu plus compliquées et Mm. ça, c'est une vraie force. Voilà. Voilà, Eh Léon. bien, je te remercie infiniment, Benoît. C'était passionnant. En plus, c'est un sujet, moi, qui me parle beaucoup. J'espère que les auditeurs, en fait, ont aussi trouvé leur intérêt. Donc, merci encore, Benoît. Et puis, Merci à toi et et puis, puis, à bientôt. et puis, je te dis à bientôt. Voilà, pour des feedbacks. Moi, j'aime bien aussi. C'est ce que je propose à mes invités qui viennent. Ils viennent pas qu'une fois. Ils peuvent revenir quand ils veulent, notamment pour faire des feedbacks et avoir leur vision. En plus, dans ton univers et avec celui d'Automind, vous avez quand même un poste privilégié parce que vous avez une vision un peu macroscopique des enjeux qui se passent. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue, voilà, d'un dirigeant dans ces domaines-là. Donc, merci encore. Tu reviens quand tu veux. Et puis, je vous donne, mes chers auditeurs et auditrices aussi, rendez-vous pour de prochains épisodes, de nouveaux interviews, nouvelles visions, tout aussi éclectiques. Et merci encore pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Benoît. Si cet épisode a résonné pour toi, ce n'est sans doute pas un hasard. Les transformations que nous vivons aujourd'hui, au travail comme dans nos organisations, ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont profondément humaines. Si tu es dirigeant, manager, DRH, si tu sens que certaines tensions, certaines questions de sens, certains blocages reviennent sans cesse et que tu as envie d'y voir plus clair, de prendre du recul, alors je t'invite à me contacter. J'accompagne les organisations et les leaders à clarifier, structurer et transmettre une vision plus consciente du capital humain, toujours avec un ancrage très concret et très terrain. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode, et si tu veux aller plus loin, on peut simplement commencer par une conversation. À très bientôt dans Capital Humain 3.0.